Merci beaucoup de cette invitation. Et puis, je suis très honorée et puis très, très heureuse de pouvoir vous présenter aussi des travaux qui ne sont pas achevés. D'ailleurs, les travaux universitaires, souvent, ne sont jamais achevés. Donc, ce sera le cas pour celui-ci. Alors, Montaigne, Marie de Gournay et la loi salique, ou Marie de Gournay, Montaigne et la loi salique. Montaigne a rencontré Marie de Gournay pour la première fois lorsqu'il s'est rendu en février 1588 à Paris pour faire imprimer sa nouvelle édition des Essais, augmentée d'un 3e livre, cette fois chez un éditeur et libraire parisien. Déjà enthousiasmée par les éditions précédentes, la jeune femme le reçoit chez sa mère avant même l'achèvement de la nouvelle impression, avant même peut-être le début de cette impression. Ils se sont revus en Picardie, au château de Gournay, château familial, pendant l'été et à l'automne de 1588, pour 2 ou 3 séjours. Alors, c'est pendant l'un de ces séjours, ou peut-être pendant plusieurs d'entre eux, qu'elle a rédigé 3 additions sur l'exemplaire de Bordeaux. Alors, l'exemplaire de Bordeaux, vous l'avez ici, bon, il est assez connu parce qu'il est célèbre. Donc, cet exemplaire qui a appartenu à Montaigne et qu'il a abondamment annoté, elle a rédigé donc 3 additions et ces ajouts ont la particularité, comme vous pouvez le voir, ils apparaissent comme étant d'une autre main. On voit la main de Montaigne, mais il y a la main de Marie Gournay. Et ces 3 ajouts ont comme particularité de concerner l'actualité politico-religieuse du moment, qui est particulièrement troublée. Quand il ne faut pas changer une loi reçue, ça c'est la première addition, quand il est fait allusion au destin des 2 Henri, Henri de Guise et Henri de Navarre, et la 3e pour raconter la bataille des 3 rois, qui montre la puissance du hasard aux dépens de la vaillance. En outre, et c'est de cela que je vais parler aujourd'hui, car ce détail est moins perceptible, moins connu, une petite modification dans le texte des Essais peut avoir été le résultat de leurs discussions politiques, notamment sur la loi salique et la capacité des femmes à gouverner. Alors, l'idée de m'atteler à cette question vient du travail philologique et ecdotique que je mène depuis plusieurs années avec mon collègue John O'Brien de l'université de Durham, au Royaume-Uni, qui consiste à relever toutes les variantes et corrections des exemplaires de l'édition posthume, des Essais de 1595 préparés et édités par Marie de Gournay, afin de les signaler dans une édition numérique prévue en ligne et actuellement en version bêta. Donc, vous voyez là l'exemplaire d'Anvers. Donc, nous prenons pour base cet exemplaire entièrement corrigé de la main, conservé au musée Plantin-Moretus, et au cours de ce travail, qui dépend encore des exemplaires qui apparaissent sur le marché, nous avons pu remarquer des variantes imprimées. Il y a des variantes manuscrites, mais il y a aussi des variantes imprimées qui vont au-delà des simples corrections d'éditrices scrupuleuses. Alors, certaines leçons s'éloignent en effet de ce que l'on peut lire sur l'exemplaire de Bordeaux, notre trésor national retenu par l'UNESCO en 2023 comme mémoire du monde, en particulier la phrase qui concerne la loi salique au chapitre 2.8 de l'affection des pères aux enfants. Donc, je vais la lire. Donc, mais au demeurant, il me semble, je ne sais comment, qu'en toute façon, la maîtrise n'est aucunement due aux femmes sur les hommes, sauf la maternelle et naturelle, si ce n'est pour le châtiment de ceux qui, par quelque humeur fiévreuse, se sont volontairement soumis à elle. C'est l'apparence de cette considération qui nous a fait forger et donner pied si volontiers à cette loi que nul ne vit onc, qui prive les femmes de la succession de cette couronne. Alors, dans cet exposé, je m'attacherai surtout aux écrits, mais pas seulement, aux écrits de la jeune Marie de Gournay, celle d'avant 1600, avant ses 35 ans, car, comme ça a été rappelé, elle a vécu près de 80 ans, qu'elle a connu 4 rois et 3 régences, qu'elle a constamment réécrit et modifié ses publications, sans excepter les essais. Il serait difficile de présenter ses analyses et prises de position comme définitives. Alors, je ne sais pas si elle a réellement fréquenté Henri de Navarre ou même le tout nouveau Henri IV. Ce que l'on sait avec certitude, selon ses biographes, donc l'historienne Michel Fogel en particulier, c'est qu'elle a fait partie du cercle de Marguerite de Valois, même si ce n'est pas de son cercle restreint, avant de se tourner opportunément vers Marie de Médicis, et celle-ci étant devenue indésirable, 1619, vers le jeune Louis XIII et Anne d'Autriche.
Sans beaucoup de ressources financières ni beaucoup de crédit, aux deux sens du terme, elle a dû s'adapter à tous les remous politiques, parfois très maladroitement. Elle n'avait pas de raison de favoriser Henri de Navarre, car elle est issue non seulement d'une famille bien catholique, mais ligueuse. Le château familial de Gournay-sur-Aronde, en Picardie, province acquise depuis longtemps à la cause des Guises, et ses relations la plaçaient du côté de la Maison de Lorraine. Elle n'est pas du tout engagée du côté des politiques, des royaux comme Montaigne. Son oncle maternel, l'avocat André de Hacqueville, a été président du Parlement de Paris pendant l'administration ligueuse. Son notaire, Claude de la Molière, celui qui essaie de dépêtrer la famille d'un écheveau de dettes, d'impayés et de rentes, d'hypothèques, de dots, de parts d'héritage, était l'un des 16 qui gouvernaient le Paris rebelle. Pourquoi se serait-elle mêlée de politique alors qu'elle admirait Montaigne, lui qui avait fait d'autres choix, même s'il a avoué son admiration personnelle pour Monsieur de Guise? Grâce à des additions et retouches aux essais, l'hypothèse d'un échange entre elle et lui sur le rôle des femmes, et en particulier sur la loi salique qui leur interdisait la couronne, peut prendre place dans l'histoire de cette autrice si singulière et dans celle des essais. Il est délicat cependant de savoir dans quel sens cet échange aurait eu lieu. Est-ce Montaigne qui aurait converti Marie de Gournay à une position plus politique, au moins plus prudente, au sens de l'époque, jusqu'après sa mort, ou Marie de Gournay qui aurait convaincu Montaigne de la capacité des femmes à gouverner, puisqu'elles ne sont différentes des hommes que par la physiologie, et même, comme dit Montaigne, jetées en même moule, et sauf l'institution et l'usage, la différence n'y est pas grande. C'est une citation. Je vais rappeler quelques éléments de son portrait que vous connaissez sans doute déjà. Marie de Gournay est l'une des figures féminines remarquables de la Renaissance et au-delà, puisque née en 1565 ou 1566, elle n'est pas très précise elle-même, elle a vécu tellement longtemps qu'elle a pu contribuer à la création de l'Académie française en 1635, sans pouvoir y être admise. Une institution qui mettra plus de 3 siècles, à y accueillir des femmes. Les lecteurs de Montaigne la connaissent surtout parce qu'elle a réalisé très soigneusement cette première édition complète des essais de 1595, 3 ans après la mort de leur auteur. Montaigne semble avoir accordé toute sa confiance, si l'on en croit un long éloge ajouté au chapitre de la présomption, 2.17, où il l'appelle sa fille d'alliance et avoue son admiration pour une personne de sexe féminin aussi prometteuse qu'aimable. Alors, vous allez avoir droit à l'éloge au complet. J'ai pris plaisir à publier en plusieurs lieux l'espérance que j'ai de Marie de Gournay le Jard, ma fille d'alliance, et certes aimée de moi beaucoup plus que paternellement, et enveloppée en ma retraite et solitude, comme l'une des meilleures parties de mon propre être. Je ne regarde plus qu'elle au monde. Si l'adolescence peut donner présage, cette âme sera quelque jour capable des plus belles choses, et entre autres de la perfection de cette très sainte amitié où nous ne lisons point que son sexe et puis monter encore. La sincérité et la solidité de ses mœurs y sont déjà bastantes. Son affection envers moi, plus que surabondante, est telle, en somme, qu'il n'y a rien à souhaiter sinon que l'appréhension qu'elle a de ma fin, par les 55 ans auxquels elle m'a rencontré, la travailla moins cruellement. Le jugement qu'elle fit des premiers essais, est femme, et en ce siècle, et si jeune, et seule en son quartier, et la véhémence fameuse dont elle m'aima et me désira longtemps sur la seule estime qu'elle en prit de moi, avant m'avoir vue, c'est un accident de très digne considération. Alors je reviendrai sur ce passage qui, et cela reste une énigme, est absent de l'exemplaire de Bordeaux. L'addition est appelée par un guidon, il y a un signe d'appel. Ici, c'est une croix bien visible, malheureusement sans répondant. On n'a pas le texte qui correspondrait à qui reprendrait la croix et qui le permettrait de le voir. Alors l'analyse biochimique qui est en cours, que nous avons commandée au laboratoire Protéome de Bordeaux, n'a pas pour l'instant détecté de protéines de col d'amidon ou de farine, qui étaient les cols habituels utilisés à cette époque, mais nous avons repéré 2 petits trous en marge intérieure, jusqu'ici passés inaperçus. Bon, je sais que la photo ne montre pas très bien les petits trous, pourrait laisser penser qu'une paperole a pu être épinglée. Donc c'est une autre possibilité qui pourrait expliquer la disparition de tout ce passage. Donc elle-même, Marie de Gournay, se revendiquera constamment de cette filiation dévouée, appelant Montaigne son père à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, à mesure qu'elle avançait en âge, elle prenne davantage ses distances.
Toutefois, elle n'a nullement été la fille adoptive de Montaigne, comme on peut le lire ici ou là encore aujourd'hui. Pour un public plus large, elle est admirée à cause de ses traités dits féministes, comme L'égalité des hommes et des femmes, 1622, et Le grief des dames, 1626, s'insurgeant avec raison contre le statut inférieur attribué aux femmes à son époque, et en particulier en France. Marie de Gournay a aussi sa place dans l'histoire des idées linguistiques, parce qu'elle a résisté au purisme de Malherbe et de Guès de Balzac, et pris la défense des vieux mots, des métaphores hardies et d'autres tournures linguistiques, tout en s'autorisant quelques retouches au texte des essais quand elle en jugeait la langue obsolète. Alors, sa réécriture modernisante d'un discours de Ronsard, que Ronsard avait écrit en 1553 pour exalter les exploits militaires de François de Guise, encore un Guise, a contribué à la ridiculiser auprès de certains de ses contemporains. Publié en 1624 pour féliciter Louis XIII de ses victoires sur les protestants, ce remerciement au roi offre au souverain une version prétendument inédite de la harangue du duc de Guise aux soldats de Metz, destinée à défendre le poète contre les accusations d'archaïsme. Donc elle publie le texte de Ronsard et en vis-à-vis le texte qu'elle a réécrit, mais qu'elle présente comme un travail inédit de Ronsard. Donc ce remake en amplifie le pathétique et la rudesse, pas toujours très réussi. Il a été reconnu comme un faux par l'érudit Guillaume Coltet, pourtant un ami bienveillant qui faisait partie de sa académie, qui qualifie cette entreprise de bizarre dessein. Or, en 1624, c'est l'année où elle prépare une nouvelle édition des Essais, où elle se permet de réduire son éloge, celui que j'ai lu, le long éloge que j'ai lu tout à l'heure, elle le réduit de moitié, comme le montre l'exemplaire de l'université de Maynooth, en Irlande, récemment retrouvé par John O'Brien. Il était complètement inconnu jusqu'à 2014. Ce texte ainsi diminué est resté presque inchangé jusqu'à la toute dernière édition dont elle a été responsable en 1635, solennellement dédicacée à Richelieu. Alors, quand on transcrit les modifications de l'éloge, ça donne ça. Donc presque parce que le beaucoup plus que paternellement que Montaigne était supposé avoir écrit devient plus que paternellement sur l'exemplaire de Maynooth dans l'édition de 1625 et en 1635, dernière version, l'adverbe seul paternellement apparaît. Elle présente le prétendu inédit de Ronsard d'une façon quelque peu troublante pour les lecteurs des essais. Ces pages, dit-elle, ont été naguère trouvées en son cabinet, au cabinet de Ronsard, égarées parmi ses vieux papiers et corrigées de sa dernière main. Une formule qui rappelle de bien près la façon dont elle a retrouvé la préface de Montaigne aux essais, égarée en cours d'impression. Et aussi, ça évoque aussi la façon dont elle mentionne, sans trop de détails, le texte qu'elle a recueilli de la dernière main de Montaigne. Donc là, vous voyez ce qu'elle a écrit sur la préface au lecteur de Montaigne sur l'exemplaire d'Anvers. Et ça, c'est la préface courte telle qu'elle va la publier dans l'édition suivante. Alors, à partir de... Alors, si on peut confirmer la première remarque sur cette dernière main de Ronsard, de Montaigne, grâce à l'exemplaire de Bordeaux, pour la seconde, nous en sommes toujours réduits à des hypothèses. Le nouvel état des essais augmenté est perdu, et rien ne dit que le manuscrit envoyé par Madame de Montaigne à Marie de Gournay n'ait pas été une copie réalisée par quelqu'un d'autre, d'après un manuscrit de Montaigne. Tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet. Donc, pour cerner les limites dessinées par la main de Montaigne ou par celle de Marie de Gournay, outre l'examen du ductus et des analyses chimiques des encres menées par Alain Legros, il faut recourir aux manuscrits et éditions qui nous sont parvenus et faire des comparaisons. Déjà, à son époque, ses louanges dithyrambiques concernant les essais et sa quasi-adoration pour Montaigne, ses liens au moins familiaux avec les ligueurs, avaient suscité ironie et médisance. Depuis le XIXe siècle et la découverte de l'exemplaire de Bordeaux, contenant vraiment la plupart des annotations de la main de Montaigne sur un exemplaire personnel, en vue d'une future édition qu'il n'eut pas le temps de terminer, l'édition posthume par Marie de Gournay a été fortement dépréciée, du fait qu'un certain nombre de leçons importantes n'y figurent pas. C'est le cas du fameux éloge, mais il n'y a pas que lui. Ou bien les rédactions étaient différentes.
Avec Alain Legros, nous avons édité en ligne en 2015 sur le site des bibliothèques virtuelles humanistes de l'Université de Tours l'intégralité de cet exemplaire, donc de l'exemplaire de Bordeaux, avec ses additions et ratures. À partir de l'édition municipale commencée par Fortuna Strovsky en 1909, qui s'appuie sur l'exemplaire de Bordeaux, les éditions du XXe siècle, donc jusqu'à celle de Villers-Saunier, 1965, celle de Tournon, 1996, celle publiée en folio, 2009, toutes ces éditions-là ont tenté de reproduire l'exemplaire de Bordeaux le plus correctement possible, mais quand même avec des contraintes qu'imposaient les éditeurs papier. Donc cet exemplaire est assurément authentique, sauf quand les annotations étaient tronquées par la confection de l'une des premières reliures. Je ne sais pas exactement quand, peut-être au milieu du XVIIe siècle. Auquel cas, il fallait bien recourir à l'édition Gournay, comme nous l'avons fait, en les marquant en orange. C'est pour ça que vous avez une ligne entière qui est en orange, c'était coupé par le relieur, et donc cette ligne-là est perdue, de même que tout ce qui était sur le côté, sur la marge extérieure. La réhabilitation du travail de Marie de Gournay a toutefois été consacrée par les deux récentes éditions des essais s'appuyant sur l'édition posthume, à la Pochothèque, édition Jean Séard en 2001, et dans la bibliothèque de la Pléiade, édition Balsamo-Magnin en 2007, la rétablissant dans sa dignité d'éditrice. Cela n'a pas suffi car les détracteurs n'ont pas désarmé de nos jours, non seulement parce qu'il reste quelques doutes sur son absolue fidélité au texte voulu par Montaigne, au-delà même de ses corrections linguistiques, mais aussi parce que ses revendications féministes, si légitimes qu'elles aient été, ses ambitions littéraires et la pratique, on pourrait même dire la manie du recyclage de ses propres écrits ont joué contre elle. Les féministes modernes ont souvent, volontairement ou non, éludé ses défauts et ses exagérations, voire ses manipulations et inconsistances, afin de lui dresser une statue irréprochable. Alors l'image que je vais en donner est donc nuancée. Elle ne va pas esquiver la faiblesse de l'autrice, comme de l'éditrice ou de la traductrice, mais ce portrait littéraire ne va pas non plus sous-estimer le travail considérable qu'elle a effectué pour rendre les essais disponibles, ni les risques qu'elle a pris en défendant la cause des femmes et de leur nécessaire éducation à l'égal des hommes. Et non pas d'ailleurs pour démontrer leur supériorité, ce qui était le cas souvent des traités sur l'excellence des femmes, qui prenaient une espèce de contre-pied en miroir de l'excellence des hommes, de la supériorité masculine. Alors, sur ces derniers points, elle semble pourtant contredire son cher auteur, car on lit dans les essais quelques passages fameux, fort peu flatteurs pour les femmes, mais pas tous. Alors, il y en a un en particulier, un exemplaire de 1595 qui a appartenu au géographe du roi, Antoine de Laval, qui a même daté son ex-libris de 1597 et qui avait remarqué le peu d'indulgence de Montaigne envers les femmes dans le chapitre des trois commerces, 3.3. Et il commente ainsi, donc je lis le texte de Montaigne parce qu'il est quand même savoureux, « Que leur faut-il que vivre, aimer, honorer? Elles non, ils ne savent que trop. Pour cela, il ne faut qu'éveiller un peu et réchauffer les facultés qui sont en elles. Quand je les vois attachées à la rhétorique, à la judiciaire, à la logique et semblables drogueries, si vaines et inutiles à leurs besoins, j'entre en crainte que les hommes qui le leur conseillent le fassent pour avoir loi de les régenter sous ce titre. » Alors, le perfide Antoine de Laval commente, comme vous le voyez, que deviendra ici sa fille d'alliance qui en fait tant de montres et en parole et par écrit. Alors Laval avait déjà noté dans une marge de la préface de Marie de Gournay, que la façon exagérée qu'a eue Marie de Gournay de présenter Montaigne comme catholique très, très zélé, même ultra zélé, était, je cite, une hyperbole de femme passionnée et aveugle. Et son jugement, il le déclarait impie, inepte et impertinent. Donc un jugement qui devait être partagé par d'autres de ses contemporains, car Marie de Gournay retirera sa préface de l'édition suivante et réécrira ce passage quand elle en publiera à nouveau une version. Alors, effectivement, sur l'exemplaire d'Anvers, la préface s'est complètement découpée. Et à la place, on a le manuscrit de la petite préface qu'on trouvera dans l'édition de 1588. Alors, l'une des modifications que l'édition de 1595 opère sur une phrase antérieure et attestée montrerait que son savoir d'autodidacte, son enthousiasme pour les lettres et sa persévérance ont eu quelque effet sur Montaigne. Mais je n'en suis pas tout à fait sûre.
Et d'abord, il faut situer Marie de Gournay dans le contexte de la récente accession d'Henri IV au trône de France et surtout de son sacre le 27 février 1594, car la concomitance est remarquable. Le libraire parisien Abel Langelier, qui avait déjà publié les essais de 1588, obtient un privilège royal le 2 mai pour la toute première œuvre de Marie, un recueil intitulé « Le Promenoir de Monsieur de Montaigne ». Ce privilège, pour 9 ans, a précédé seulement de quelques mois celui qui allait être accordé pour 10 ans à la nouvelle édition des essais, le 14 octobre de la même année. Jean Balsamo et Michel Simonat ont montré que le volume avait été imprimé par le même imprimeur, Léger Delas. Alors c'est sur la page de titre, comme vous le voyez, de cette première édition du Promenoir qu'elle se définit publiquement comme fille d'Alliance, et tout le monde devait le savoir puisqu'elle ne met même pas son nom. Alors, le recueil contient des poèmes encomiastiques adressés entre autres à des membres de sa famille, à des ligueurs notoires, et surtout, il contient un roman sentimental, le Promenoir proprement dit, inspiré des discours des Champfahé de Claude de Taillemont, publié en 1543. Cette histoire tragique, les amours s'y terminent fort mal, contient des digressions à teneur politique. Discours de Marie de Gournay allégera les rééditions postérieures à 1599, mais qui se retrouveront augmentées 20 ans plus tard dans ces textes féministes de l'égalité et du grief des dames. Alors c'est la teneur de ces premiers écrits de philosophie politique, si l'on peut dire, qui m'intéresse dans leur relation avec le travail éditorial des essais qu'elle a mené en parallèle. Présente dans l'atelier de l'imprimeur à Paris, Marie de Gournay relisait les épreuves au fur et à mesure de leur sortie de la presse, faisait corriger immédiatement les erreurs par le compositeur et retirer une nouvelle feuille d'épreuve. Si bien qu'il y a des exemplaires qui ont la version imprimée corrigée et d'autres la version non corrigée. D'où des différences entre les exemplaires. Donc la comparaison montre qu'elle est intervenue plus de 60 fois en cours d'impression, donc en gros pour une page sur 10, donc une feuille sur 5, selon la comparaison de plus de 90 exemplaires que nous poursuivons. 90e, je l'ai vu encore il y a 15 jours. Nous ne savons pas quel manuscrit de base elle utilisait. En tout cas, ce ne pouvait pas être l'exemplaire de Bordeaux. Je pourrais expliquer, bon, c'est un peu long d'expliquer pourquoi. Sur ce plan politique, la période de rédaction du Promenoir revêt une certaine importance, car l'épître liminaire est adressée à Montaigne, alors qu'il était mort depuis 2 ans et demi. Et elle est datée très précisément, 26 novembre 1588, soit de la fin des séjours de quelques semaines que Montaigne a effectués au château de Gournay à l'été et à l'automne de cette même année 1588, qu'Anne-Marie Cocula appelle Annus Horribilis, à juste titre, et à laquelle elle a consacré tout un livre. Donc vous voyez la date telle qu'elle apparaît dans ce livre. Père et fille d'Alliance ne se sont jamais revus depuis, et leur correspondance, si elle a existé, on n'en a aucun témoignage du côté de Montaigne, a complètement disparu. Dans cette épître, elle s'adresse à un Montaigne, comme s'il pouvait la lire encore vivant, et elle lui rappelle qu'elle lui a raconté cette histoire sentimentale lorsqu'il lui avait rendu visite à Gournay et qu'ensemble, ils se promenaient, d'où le titre de Promenoir. L'imprimeur, donc il y a un imprimeur qui émet un avis, donc il y a une petite note de l'imprimeur, il dit en fait que non, en fait, c'est elle qui écrit à la place de l'imprimeur. C'est encore un faux, si on peut dire. Donc, c'est elle qui le dit dans cet avis fictif au lecteur que, en fait, ce texte du Promenoir, elle l'avait envoyé à Montaigne et que, après sa mort, c'est Madame de Montaigne qui l'a renvoyé cette fois-ci à l'imprimeur. Alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand elle a envoyé ce texte et on se demande même si Montaigne l'a jamais reçu. L'un des problèmes posés par ce texte, c'est que Montaigne n'en parle jamais dans les essais, même pas dans le long éloge que j'ai lu tout à l'heure. Car publié en divers lieux, ça peut vous faire état seulement de conversation, pas de publication. À moins qu'il y fasse allusion lorsqu'il est écrit qu'elle sera capable d'accomplir les plus belles choses, ce qui semble, en fait, dans le contexte, ne concerner que l'amitié. L'autre passage où il est fait mention d'elle allusivement dans les essais la consacre comme personnage passionné et romanesque, sans que son nom soit cité, car dans une addition sur l'exemplaire de Bordeaux, Montaigne raconte avoir vu une fille protester de sa sincérité jusqu'à faire couler son sang et faire craqueler sa peau en se donnant des coups d'épingle à chignon dans le bras,
comme l'héroïne du Promenoir, qui, elle, se blesse mortellement. Mais c'est l'édition de 1595, donc celle qui est la commission posthume, qui complète « Fille de Picardie ». Alors on ne sait pas quelle promesse elle voulait ainsi inscrire dans sa chair pour affirmer sa fidélité, sa relation fusionnelle avec celui qu'elle appelait son père. Elle revendique le droit à la passion pour les essais et pour leur auteur, par tempérament, car elle se décrit elle-même comme une âme très tendre et pathétique. Enfin, pour encourager ceux qui voudraient voir dans leur relation autre chose qu'une affection mutuelle de père à fille, il y a cette expression « je l'aime beaucoup plus que paternellement », et on le sait par son tout premier testament, autographe, du 28 novembre 1596. Elle mentionne le cadeau d'une bague, un diamant en pointe, que l'auteur lui avait offerte, avec les initiales MM, qui pourraient être, au choix, Michel de Montaigne ou Michel et Marie. Elle lègue cette bague à Léonore, la fille de Montaigne. Alors, certes, de nos jours, le cadeau d'une bague engage plutôt des gens qui sont presque fiancés, mais si cela avait été le cas, il aurait été d'assez mauvais goût d'en faire cadeau à la fille, à Léonore, celle qu'elle appelait sa sœur. Bon, cette bague, on peut considérer qu'elle scellait littéralement une alliance entre père et fille. Alors cela ne réduit pas la perplexité que nous pouvons éprouver, en tout cas que moi j'éprouve à la lecture de cette fiction du Promenoir, et qui plus est une fiction antidatée, comme le pense Jean-Claude Arnoux, son éditeur. Apparemment fâchée avec les dates, y compris les siennes dans sa correspondance, elle est aussi capable de réécrire l'histoire à sa façon, y compris sa propre histoire. La preuve en est qu'elle change cette date de 1588, qu'on a vu imprimée sur la première édition du Promenoir, en 1589, dans les éditions de 1626 à 1641, alors qu'elle avait même supprimé toute date dans celle de 1599 et 1607. Quant à la graphie moderne de Promenoir, les dernières éditions ne disent plus Promenoir, mais Promenoir, elle est adoptée à partir de 1623 et l'ensemble est redistribué, car Marie de Gournay rebaptise Alinda l'histoire tragique. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la graphie Promenoir n'est nullement un occitanisme. Au contraire, c'était à l'époque un parisianisme que Montaigne n'utilise jamais. Lui, il écrit « Je me promène pour me promener, tout lieu retiré requiert un promenoir ». Et il y avait, c'était une querelle qui avait été appelée la querelle des ouistes, parce qu'il y avait des partisans de la prononciation en ou et d'autres en o. Venons-en maintenant plus précisément à cette loi salique que j'ai lue en premier. Les passages enlevés du Promenoir concernent principalement le statut des femmes. Le plus long et le plus connu, car il a été repris presque intégralement 8 ans plus tard dans l'égalité des hommes et des femmes, consiste moins dans un plaidoyer pour l'excellence des femmes que dans la réfutation des défauts qu'on leur prête. Par exemple, une faiblesse congénitale qui peut aller jusqu'à celle de la chair, selon les calomniateurs, qu'ils soient hommes ou femmes de mauvaise vie, alors qu'elles sont surtout ignorantes. Car c'est son ignorance qui fait qu'Alinda, l'héroïne, au lieu d'épouser sagement le fiancé imposé par son père, se laisse entraîner par la passion pour un irrésistible Léontin qui la trahira après l'avoir engrossée. Ces déclarations sont exprimées dans un style profus et obscur, contourné, certains diraient baroque, où l'on n'est pas toujours sûr de bien comprendre où l'autrice veut en venir, car elle glisse d'un thème à l'autre. M'importe davantage l'allusion aux femmes capables d'être reines et de transmettre la couronne à leur fils, car c'est ce qui justifie le mariage arrangé, ce sage marché, comme avait dit Montaigne. L'héroïne, la malheureuse Alinda, qui est de pied persane, est une prise de guerre des Parthes, barbares. Le roi de Perse, l'histoire est située dans un Orient tout à fait fictif, ayant été fait prisonnier, il est contraint de donner la fille de son oncle qui est satrape, donc un rang extrêmement élevé, et donc sa propre cousine, au fils du vainqueur, ce satrape étant lui-même l'héritier présomptif du roi vaincu. Ainsi est-elle, dit-elle, comme confisquée par droit de victoire en la merci d'un homme inconnu d'elle et d'une nation fière et barbare. Quelques lignes exposent cette dure réale politique, ligne qui offre une version ou plutôt une inversion romanesque de la loi salique. La jeune fille résiste d'abord, puis finit par accepter ce qui est présenté comme son devoir. Elle va ainsi pouvoir transmettre la royauté persane à ses enfants, même par l'intermédiaire d'un géniteur ennemi. Pour vaincre sa résistance, son père, le satrape, s'est en effet lancé dans un grand discours sur les devoirs des princes envers leurs sujets,
qui comprend de beaux accents contre la tyrannie, digne de la servitude volontaire de la Boétie et les politiques de Juste Lipse. Une digression qui présente ses devoirs comme la contrepartie contraignante du pouvoir accordé au roi, une idée qui se retrouvera bien plus tard dans son institution du prince, mais elle n'est pas la seule à l'avoir. Ainsi, même si Alinda se marie avec ce roi étranger, et surtout si elle disparaît, ses fils devraient hériter de cette couronne, ce qui est exactement le contraire de ce que spécifie la loi salique invoquée par les partisans d'Henri de Navarre, les royaux. Comme l'a fait remarquer Marie-Thérèse Noiset dans une étude sur Marie de Gournay, cette situation est le miroir du problème posé par la succession au trône de France depuis 1584 et encore au début de l'année 1594 où tout le monde n'était pas encore rallié. En fait, la loi Franck, datée, à ce qu'on sache, du VIe ou du VIIe siècle, comme l'a montré Colette Beaune, enlevait la part des femmes dans l'héritage des terres. Elle concernait le foncier, non la royauté. Puis elle a dormi quelques siècles avant de priver aussi les fils de ces femmes du droit à la couronne à cause de la querelle dynastique entre la France et l'Angleterre. Bon, le problème s'était posé en 1318, exclusion des femmes, renforcée en 1328, où a été ajoutée à l'exclusion des femmes celle de leurs fils, lorsqu'Édouard III d'Angleterre aurait pu prétendre hériter du royaume de France. Mais vous savez sans doute déjà tout ça. Un peu plus loin, le père se réfère à l'espoir d'une hérédité future. Et certes, mamie, quand même, tu n'aurais point ces considérations, donc il vient de développer le devoir des princes envers le sujet. Encore, ne serait-il pas loisible de frauder ingratement ta patrie, c'est-à-dire de ne pas lui faire des fils, qui, parce qu'elle espérait toujours de tes noces un grand et heureux fruit, peut attribuer les grâces dont les dieux t'ont fait part au mérite des bénédictions qu'elle t'a données. Donc le satrape a aussi une façon contournée de parler. Donc le père parle de cette hérédité future. Et Marie de Gournay va modifier ce passage en l'amplifiant et en supprimant l'adresse à Montaigne, car il était fictivement adressé à Montaigne, et elle faisait une allusion aux différends entre les deux parties, c'est-à-dire elle faisait une allusion très, très, très nette aux deux parties qui étaient encore en guerre à ce moment-là. Alors elle ne précise pas quelle partie, mais si au printemps de 1594 ce n'était pas un mystère, en 1599 il valait mieux les taire. Dans cette édition, l'argument de l'hérédité de la couronne est encore plus clairement énoncé par le père, car sauf application stricte de la loi salique, rien n'empêche qu'une fille transmette la royauté à l'un de ses fils. On veuille les dieux qu'ils, c'est-à-dire le fiancé, me produisent des petits-fils beaux, habiles, puissants, victorieux et rois comme lui. Donc cette fois, le père va reformuler son exigence en fusionnant son propre lignage avec celui du roi vainqueur. Alinda regimbe encore, elle n'est pas enthousiaste. C'est un étranger, dit-elle. On connaît l'argument du rejet de l'étranger, car la loi salique est revendiquée par ceux qui récusent la prétention des Guises à hériter de la couronne. Il est abondamment développé dans le pamphlet anonyme intitulé L'Anti-Guisard, publié en 1586, attribué à Pierre de Lostal, un fidèle d'Henri de Navarre parmi les fidèles, qui veut montrer que la famille de Lorraine est celle d'une lignée de parvenus de potirons d'une nuit, comme il dit. On a parlé de ça à la conférence d'Orthez il y a quelques années. Donc on ne sera pas étonné de ce que Marie de Gournay, alors qu'elle fréquente la cour de la régente Marie de Médicis, se révèle à ce moment-là favorable à un rapprochement avec l'Espagne et au mariage de la princesse Élisabeth avec Philippe IV. Or, on le sait, car on le lit dans les essais, ce Montaigne qu'elle prenait à témoin approuvait la loi salique, non pas tellement en tant que loi juste, mais en tant que loi reçue. Donc c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. C'est donc la première partie, donc, qui nous fait forger, donner pied, etc. Dans ce chapitre 2.8 de l'affection des pères aux enfants, pour montrer qu'une vieille épouse ne doit pas déshériter ses enfants en captant indéfiniment les biens du mari, Montaigne admettait le principe d'une loi si utile. Donc c'est le texte tel qu'il est lisible entre 1500 et 1582. Tout à l'heure, je vous ai lu la version de 1580. Pardon. Donc 2 ans plus tard, il y a une petite modification. Il me semble, je ne sais comment, qu'en toute façon, la maîtrise n'est
aucunement due aux femmes sur des hommes, alors que la première version, c'était sur les hommes, sauf, etc. Donc le reste, à ce moment-là, ne change pas. L'édition de 1582, donc bien avant que Montaigne ait fait la connaissance de Marie de Gournay, adoucissait déjà sensiblement la formulation antérieure en changeant de quantificateur universel, pour parler comme des logiciens, le quantificateur universel l'est, posant une proposition universelle négative, n'aide aucunement, n'est pas du tout, avec un quantificateur particulier D, car il remplace les hommes par des hommes, ce qui en limite d'autant plus la portée que Montaigne a pris soin de faire précéder sa proposition par des modalisateurs épistémiques, cette fois-ci, il me semble, et je ne sais comment, qui présentent la proposition comme une opinion. Le texte de 1588 est identique à celui de 1582. Sur l'exemplaire de Bordeaux, seuls les premiers mots ont été modifiés pour souligner la digression, pour revenir à mon propos. En revanche, en 1595, une partie de la phrase a été réécrite, un détail qui a échappé à ceux qui se fondent sur l'édition Villet de 1965, car Villet n'a pas noté la variante. Donc voici la reformulation de 1595. Donc revenant à mon propos, il me semble, en toute façon, qu'il n'est rarement des femmes à qui la maîtrise soit due sur les hommes, sauf la maternelle et naturelle. Non seulement le verbe être a été remplacé par le verbe naître, quasiment homophone, mais la modalité alétique de l'incertitude, je ne sais comment, est devenue, mais c'est réduite à en toute façon, et ce qu'il y avait entre les deux, je ne sais comment, a disparu. Et ce qui fait que la proposition est désormais tout à fait assertive. Et la proposition négative particulière de la première version devient une affirmative relativisée par l'adverbe rarement, c'est-à-dire presque jamais. On voit que les petites nuances dans les modalisateurs changent le sens, mais ne changent pas le propos général concernant la loi salique. Alors je m'attarde un peu sur cette formulation lapidaire de la loi salique qui prive les femmes de la succession de cette couronne, car c'est au moment où Montaigne rédige les premières versions de ces lignes que l'on exhume cette prétendue loi franque, avant même la mort de l'héritier présomptif. Et de commentateur en commentateur, cette coutume, comme disent les juristes du temps, a été forgée, comme dit si bien Montaigne, car il s'agit d'une fiction juridique. Néanmoins, elle a pris pied, c'est-à-dire qu'elle a pris force de loi, non seulement par apparence de considération, on a considéré apparemment qu'elle était juste, et par vraisemblance de raison, on a considéré qu'elle était vraisemblablement raisonnable, mais aussi par fortune, c'est-à-dire par hasard. Il s'agit moins de misogynie que d'intérêt public. Donc, une de mes collègues y voit l'expression d'un scepticisme de Montaigne suivi par Marie de Gournay. Or, je ne vois de scepticisme ni chez l'un ni chez l'autre. Parce que dire « il me semble », de toute façon, ce n'est pas être sceptique, c'est suspendre un jugement assertif sans renoncer à exprimer une opinion assumée par l'énonciateur, d'autant plus qu'elle porte sur un passé intraçable, et non sur son utilité qui reste vraisemblable. Une politique réaliste de stabilité de l'État. Marie de Gournay n'est nullement sceptique quant à la capacité des femmes à gouverner, en revanche. Elle développe longuement plus tard l'exemple des régentes. Montaigne se révèle, mais on les a souvent comparés, loin de Jean Bodin qui justifie dans la version en latin de sa République l'application de cette ius gentium gallorum qui n'est pour lui pas du tout feinte et encore moins forgée. En effet, si Montaigne continue en 1588 à admettre la faiblesse de ce sexe, au début de ce passage très remanié et très augmenté, tout le chapitre est d'ailleurs dédicacé ou dédié à une noble dame, Madame d'Estissac, un sexe en principe incapable de gouverner, il ne se livre pas à une litanie antiféministe comme le faisaient plusieurs pamphlets royalistes pour contester les prétendues dynastiques des de Guise. Or, 2 des 3 notes rédigées par Marie de Gournay concernent le chapitre de la coutume et de ne changer une loi reçue, que l'on commande souvent comme l'expression du refus des nouveautés de la réforme par Montaigne. Or, la nouveauté, ce serait aussi de ne pas respecter cette loi gallicane qui a pris pied et qui n'est certes qu'une vraisemblance de raison, mais pour l'intérêt général, l'intérêt de la commune, comme il dit, elle doit l'emporter sur l'intérêt particulier. C'est ce que Botero appelle, dans ces mêmes années, la Ragion di Stato, publiée justement en 1589. Alors, cette révision ultime que j'attribuerai à Montaigne et non à Marie de Gournay
est à compléter par une autre distinction logique d'importance, car elle peut s'appliquer à la fille d'alliance, celle qui concerne le quatrième prédicable, toujours pour utiliser le vocabulaire scolastique encore à pratiquer même maintenant, la notion d'accident. Montaigne dit « il naît, le verbe naître, peu de femmes, etc. » Et c'est un constat de rareté qui n'exclut pas que cela arrive. Il permet de rapprocher, ce passage permet de rapprocher l'éloge controversé, apparu en 1595, de la correction concernant la portée de la loi salique. Parce que celle-ci corrige un verbe d'essence portant sur l'ontologie féminine, le verbe être, pour le remplacer par un verbe de l'accident, de la contingence, le verbe naître. Donc il me semble, de toute façon, qu'il naît rarement des femmes à qui la maîtrise soit due sur les hommes. De même, si l'on revient à l'éloge, même lorsqu'il est réduit et atténué en 1625, on voit que le cas de Marie de Gournay est si jeune, et si, etc., est de l'ordre de l'accident, cette fois mis au pluriel, comme sur l'exemplaire de Maynooth et postérieur à celui-là. Donc, une petite modification, donc à partir de l'exemplaire de Maynooth qui a probablement été corrigé un peu avant 1625, voilà, tout ceci, tout cela, le jugement qu'elle fit, si jeune dans son quartier, la bienveillance, la solennité, sont des accidents, alors que dans la première version, c'est est un accident. Donc ce changement du singulier au pluriel, on peut le considérer comme étant purement de la correction grammaticale. Mais ce serait un argument éditorial en faveur de la rédaction par Montaigne, parce que Montaigne a tendance à accorder, à pratiquer ce qu'on appelle l'accord de proximité. C'est-à-dire que quand il y a plusieurs sujets qui régissent un même verbe, c'est le dernier sujet qui va provoquer l'accord. Donc si ce sujet est au singulier, le verbe est au singulier. Et là, on voit que Marie de Gournay, dans sa dernière version, a pratiqué l'accord tel que nous le connaissons maintenant, c'est-à-dire l'accord, s'il y a plusieurs sujets, eh bien, le verbe se met au pluriel. Donc Marie de Gournay est bien intervenue à nouveau de façon à la fois cohérente et gênante, parce que non seulement elle a appliqué ce pluriel, qui pour nous est le pluriel correct, mais elle a aussi déplacé son éloge après les considérations de Montaigne sur la vaillance, qui concernait un chef de guerre aussi remarquable que François de Lanoux, un huguenot. Donc il y avait effectivement la mention de François de Lanoux, il y avait le passage sur Marie de Gournay, et il y avait des considérations sur la vaillance des grands hommes. Et le chapitre se terminait « Voilà tout ce que j'ai connu jusqu'à cette heure d'extraordinaire grandeur et non commune ». Or, dans les dernières versions, Marie de Gournay va déplacer son propre éloge et le mettre juste avant la petite conclusion. Voilà tout ce que j'ai connu, etc. Si bien que la nouvelle disposition ne met plus la vaillance entre Marie de Gournay et les grands destins, mais l'extraordinaire grandeur dont il est question dans la dernière phrase la concerne aussi. Alors, c'est après mai 1588, les querelles autour de la loi salique se sont aggravées du fait de la crise dynastique. La maison de Lorraine allait faire valoir ses droits, des droits tout à fait légitimes, si l'on en croit l'analyse brillante et fouillée de Ralph Guizet sur la proximité de degrés entre les différents Henri. Les trois Henri, à l'époque, avant l'assassinat d'Henri de Condé, les trois Henri, comme dit Anne-Marie Copula, tous princes de sang, Condé, Guise et Navarre. Or, Ralph Guizet ne fait allusion ni à Montaigne ni à Marie de Gournay. Il n'a pas vu effectivement qu'il y avait ces allusions importantes. Or, ce texte, donc ce contexte et le texte de Montaigne influent sur la rédaction, aussi les rédactions successives, non seulement de Montaigne, mais aussi de Marie de Gournay, qui est tellement pénétrée par le texte de Montaigne qu'elle va infuser dans son roman des petits passages, des petites allusions qui rappellent Montaigne, mais on pourrait dire à contre-emploi. Alors, par exemple, dans les versions ultérieures de son roman, à partir de 1599, elle insère son propre éloge qu'elle applique à son héroïne. Et son père déclare, toujours le fameux père satrape, « Tu m'as porté, mamie, outre les termes du sujet présent, et néanmoins je n'en suis pas mari, ces instructions te pouvant servir ailleurs. Et ne me déplaît pas de t'avoir entretenu de choses si sérieuses, quoique jeune et femme. » Un petit bout de citation de l'éloge.
car puisque ces qualités ne te dérobent point la hardiesse et l'autorité de commander aux hommes, la voilà, la boule de loi salique qui apparaît ici aussi, mais évidemment à contre-emploi. Donc elle ne revient pas du tout sur ses revendications politiques, elle ne revient pas sur son adoption et sa récusation de la loi salique, tout en se permettant de réutiliser des fragments empruntés à Montaigne. C'est quand même assez culotté, mais c'est pas sûr, en fait, c'est pas sûr qu'elle en ait été elle-même tout à fait consciente, parce qu'elle fait ça constamment avec ses écrits et avec les écrits des autres. Elle fait dire au satrape le contraire de ce que Montaigne avait dit sur la maîtrise des femmes sur les hommes. C'est quand même assez extraordinaire. Mais voici, pour terminer, un supplément à mon hypothèse. Donc la réécriture de la phrase concernant l'inaptitude des femmes à gouverner a pu être suggérée par des exemples tout récents, en août 1588, de femmes qui ont montré le contraire. Après tout, c'est Catherine de Médicis qui venait de faire libérer Montaigne de ses quelques heures à la Bastille en juillet 1588. Les essais ne manquent pas de rendre hommage à quelques nobles dames. Catherine aurait bien vu Marguerite de Valois héritée de la couronne, selon Brantôme, même s'il faut prendre les confidences de Brantôme avec précaution. Marie de Gournay aurait-elle fait remarquer à Montaigne les capacités politiques de certaines reines, régentes en particulier? Si le règne de Marie Tudor se révélait plutôt sanglant, Montaigne avait pu constater la puissance d'Élisabeth d'Angleterre en train d'anéantir exactement à ce moment-là la flotte espagnole de l'Armada à la fin du mois de juin. Voilà, bon, pour ça, c'est l'hypothèse que je formule. On ne sait pas s'il a été question de cela dans les discussions au château entre Montaigne et Marie de Gournay, au château de Gournay. Personne n'a été témoin. Néanmoins, je crois pouvoir constater, premièrement, que Montaigne a admis dans ces dernières années, et en partie grâce à Marie de Gournay, que les femmes ont en puissance les mêmes capacités que les hommes à gouverner, mais que dans les faits, cela restera et contingent. Deuxièmement, qu'il n'a nullement remis en cause l'utilité de la loi salique, coutume devenue loi pour la stabilité du royaume, de la République. Je constate aussi qu'en réécrivant et en réarrangeant son éloge, Marie de Gournay en a atténué la dimension affective pour faire taire les mauvaises langues qui, déjà à l'époque, se posaient des questions sur leurs relations. Mais elle a conservé le caractère inaccoutumé et rare attribué à sa propre personnalité par Montaigne, de façon à se rendre héroïque, comme cette héroïne de roman et même d'épopée qu'elle aurait voulu être. Montaigne avait assorti sa prédiction d'une condition, une proposition conditionnelle. Si l'adolescence peut donner présage. Et on peut dire, et je conclurai là-dessus, Marie de Gournay aurait bien voulu rendre ce futur moins contingent. Je vous remercie.